donc c'était évaluer l'action de formation, mais quand on donc c'était évaluer l'action de formation, mais quand on se place, alors ou en tant que le responsable d'une formation, ou en tant que personnel donc, qui est en charge de l'habilitation dans une direction régionale de la formation. Donc, puisque les deux personnes ont à évaluer effectivement l'action qui a été produite en formation à distance pour ou reconduire sa propre formation, ou alors pour une direction régionale pour habiliter la formation ou reconduire une habilitation. Donc, on est bien sur évaluer l'action en formation ouverte à distance d'un organisme de formation. Et l'idée dans les deux cas, de toute façon, c'est que ça soit le personnel en direction régionale ou le responsable de formation, c'est est-ce que je peux proposer des pistes d'amélioration de ma formation, surtout dans des cas où on a, comme en ce moment, utilisé beaucoup en urgence de la formation à distance. L'idée, après, c'est de réfléchir en se disant, voilà, à quel moment c'était plutôt intéressant d'utiliser, et qu'est-ce que ça peut apporter de plus et comment je peux stabiliser le recours à la formation. Alors, en pratique, donc déjà, l'idée, c'est avec les organismes, c'est de différencier dans un dossier d'habilitation ce qui relève de la formation ouverte à distance. Hein, on va voir les textes qui cadrent ça, mais ça, vous les avez déjà vus aussi dans d'autres moments, et l'auto-formation ou le travail personnel. C'est toujours un peu délicat, la frontière, elle n'est pas rigide entre les deux. Ça dépend de l'intention pédagogique aussi et le moment de la formation. Quand on travaille un peu sur de l'accompagnement ou quand on travaille sur de la connaissance brute. Donc, proposer des pistes d'amélioration et contrôler la réalité d'une action en formation ouverte à distance. Donc ça, on est bien aussi, que ce soit pour une direction régionale ou pour un formateur, un responsable pédagogique, c'est comment je vais pouvoir m'assurer que le formateur que j'ai recruté ou pour la direction régionale, l'organisme de formation a bien réalisé les heures de formation qu'il a faites. Alors, le contrôle de la réalité des actions, ça intéresse aussi forcément les financeurs. Donc, il faut que quand vous avez des formations qui sont financées via le conseil régional, les OPCO ou d'autres types de fonds, il faut s'assurer qu'effectivement, on va pouvoir produire les preuves qu'on a bien réalisé la formation. L'idée, c'était qu'en formation en présentiel, voilà, on mettait les gens dans une salle, on les fait signer à la fin des 3 heures et on estime que tout le monde a été assidu. Donc, c'est une façon très simple de contrôler, mais qui a un contrôle de présence, mais pas du tout d'assiduité finalement. Voilà, là, on va voir que ça diffère sur la formation ouverte à distance. Et ensuite, voilà, réaliser des préconisations dans le cadre d'une habilitation ou quand, en tant que responsable pédagogique, j'ai envie de faire évoluer ma formation. Alors, donc, l'idée souvent, c'est si on a le temps de repartir, c'est avoir les représentations des participants, avoir un petit retour, que ce soit des stagiaires, donc les participants à la formation, les apprenants, enfin, comme ça dépend du statut qu'ils ont, et aussi à l'intérieur de l'OF. Moi, j'avais coutume de dire que quand je regarde un dossier d'habilitation d'un organisme de formation, je demande tout de suite à l'OF, tiens, voilà, vous avez mis de la formation à distance, mais quel est en fait le but poursuivi en mettant de la formation à distance? Pour voir l'intention. Donc déjà, s'il y en a qui me disent c'est pour gagner de l'argent, je les arrête tout de suite en disant à court terme, vous ne gagnerez pas d'argent, ça c'est sûr. Même vous allez en dépenser plus. Par contre, effectivement, s'il y en a qui me disent oui, mais en termes de qualité, ça me permet de structurer un peu plus la formation et sur le long terme, je vais mieux m'y retrouver, là, on va pouvoir discuter. Mais après, il y aura autant d'organismes de formation, autant d'arguments différents pour l'utilisation de la formation à distance. Et donc, en tant que responsable pédagogique aussi. C'est ce qui est intéressant, de croiser. De dire, tiens, mais pourquoi un tel, lui, il utilise ça pour ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que moi, ça conviendrait à mes stagiaires? Et on voit bien que ça dépend du type de stagiaire qu'on a. Du type de stagiaire, je veux dire, c'est est-ce que c'est une formation où les gens sont présents toutes les semaines avec une alternance au milieu de la semaine, ou est-ce que c'est un recrutement national ou interrégional avec des gens qui viennent une semaine par mois? Donc, on verra que là,
on peut prendre en compte des éléments qui ne sont pas du tout les mêmes, sur les trajets, le paiement des nuitées, voir si on peut éviter des déplacements aux stagiaires. Donc, définition de la formation à distance. Alors, dans le support, vous aurez les liens, je vous l'enverrai, le support. C'est voilà, un MOOC, ce n'est pas considéré comme de la formation à distance finançable, sauf si je l'intègre dans ma formation, comme ceux qui ont suivi le MOOC des évaluateurs, pour, mettons, des DEGEPS, pardon, je pourrais l'intégrer dans ma formation, mais en faire un suivi complet, une assistance pédagogique derrière du formateur, qui travaille en groupe avec eux, et qui l'intégrer vraiment dans la formation. Mais le MOOC brut, on ne peut pas l'intégrer en disant « Ah ben oui, mais ils ont fait 7 heures de formation ». Si je n'ai pas fait de suivi pédagogique et eu un retour avec les apprenants sur ce qu'ils ont compris de ce MOOC et comment ils l'ont exploité. Donc, toutes les vidéos, les webinaires, comme ce qu'on a sur l'anatomie de l'Université de Lyon, c'est de l'auto-formation. Donc, ça, c'est pareil. Ce n'est pas parce que j'ai laissé des ressources que je peux le compter dans les heures de formation. Alors, on voit bien que sur de la formation, il y a bien des connaissances à passer. Donc, je vais donner des ressources, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose après, des activités qui permettent de dire que je suis sur de la formation à distance avec un formateur qui répond à un groupe de stagiaires. Voilà. Et donc, sur les textes, c'était l'intervention notamment du FOD, on avait voilà, 2001, une première circulaire qui parle de formation à distance. Et en fait, il faut attendre 2014 pour que ça soit intégré dans le Code du travail et que ça soit une modalité à part entière de formation, la formation ouverte et à distance. Alors, en France, on appelle ça, dès que c'est finançable, donc financé par Conseil régional ou OPCO, de la FOAD, donc formation ouverte et à distance. Quand on fait de la formation à distance classique, on peut dire que c'est du e-learning, de tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas de souci. Mais voilà, le terme dans le Code du travail, c'est FOAD. Pascal, Oui. juste une question que je sois sûre de comprendre. Si une personne suit un MOOC ou utilise les ressources qu'on a mis à disposition dans un cadre d'auto-formation et qu'à aucun moment on ne l'accompagne ou qu'il y a de pratiques réflexives ou autres, on ne le considère pas en tant que formation à distance, c'est que auto-formation. Oui, voilà. C'est l'accompagnement en fait qui fait la différence. Voilà. Ça veut dire que D'accord. nous, on peut très bien dire, mais il y a les MOOC, le MOOC d'un collègue ou le MOOC des évaluateurs qui est fait par le ministère. Donc, c'est des contenus qui sont accessibles pour n'importe quel organisme de formation. Mais si moi, je veux l'intégrer dans la formation pour que, et je le compte dans les heures, ça veut dire qu'il faut que je m'en empare et j'en fasse un vrai retour. Voilà. Peu importe si ce n'est pas moi qui ai conçu le contenu, mais en tout cas, le formateur que je vais mettre dessus, lui, il va faire, mettons, une visioconférence pour démarrage, mettons, une demi-heure, il va donner des consignes et il va faire un retour, que ce soit à distance ou en présentiel, peu importe, mais sur, voilà, qu'est-ce que vous avez compris de ça, ainsi de suite. D'accord, ok. Si on met un questionnaire à la fin, du coup, ça marche aussi. On met un questionnaire après un MOOC, après une vidéo. Alors, oui, si toi, tu le mènes, ce MOOC, si tu l'intègres totalement et que tu le suis et que tu fais le retour avec tes stagiaires, c'est bon. Mais je parlais d'un MOOC externe que tu intégrerais en disant, mais voilà, ils ont fait ce MOOC, donc moi, ça me compte 7 heures de plus dans ma formation. Donc, je vous avais dit, voilà, circulaire en 2001, la FOAD dans un décret en 2014. Après, il y a eu des modifications en 2016. Et la dernière, c'est la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel 2018, avec voilà, ce décret du 28 décembre 2018 qui reprend tout. Et c'est tout simplifié, parce qu'avant, il y avait des morceaux sur l'assiduité, des morceaux sur la réalisation de l'action. Donc là, en fait, il n'y a plus qu'un seul texte. La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire. Donc, la question de Florian, c'était effectivement, si je mets un MOOC comme ça à l'intérieur, ce n'est pas de la formation à distance. Par contre, si je les assiste pédagogiquement et que j'ai tout eu un suivi avec eux, on peut considérer que c'est des heures que je peux faire financer dans le cadre de la formation à distance.
une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Donc, moi, il va falloir que je leur dise, effectivement, avant qu'ils commencent, combien de temps ça va prendre. Donc là, on est sur un module de formation à distance. C'est une estimation, mettons, de 7 heures ou de 21 heures en formation à distance. Et voilà les activités qu'il faudra faire pour que vous soyez considéré comme présent et que j'atteste votre assiduité. Et aussi, on a vu des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Donc, ça veut dire qu'il faut varier et montrer que dans ces 21 heures, mettons, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire des évaluations toutes les 3 heures de formation. Ça dépend. Quand on est sur des connaissances, effectivement, on va avoir des évaluations sous forme de questionnaires assez faciles qui vont venir un peu plus rapidement. On peut faire ça toutes les heures sur des petits sujets. Si on est sur la construction d'une activité pédagogique, on ne va pas les évaluer toutes les 3 heures. On va leur demander un temps de travail conséquent, de recherche, de retour, de discussion, et on va évaluer un produit final, qu'il soit individuel ou de groupe. Et ça, c'est important. Les évaluations qui jalonnent ou concluent l'action, elles sont individuelles ou de groupe. Donc, on peut très bien, pour attester l'assiduité, comme en présentiel, faire des travaux de groupe. D'accord ? Voilà. Et ce n'est pas, comme certains le pensaient au démarrage de la formation à distance, le tracking de la plateforme, le nombre d'heures passées derrière l'ordinateur qui compte. On verra que si on fait un contrôle, on va demander à l'organisme de formation de voir un peu sa plateforme et voir si les stagiaires se sont connectés. Si vous voyez que les stagiaires ne se sont jamais connectés à l'espace sur la plateforme, ça va devenir compliqué de dire ils attestent de l'assiduité, mais les gens ne se sont jamais connectés. Tandis que si on voit qu'il y a des connexions, des travaux rendus, des échanges, on va dire que, en gros, la plateforme fonctionne. Mais ce n'est pas elle qui va nous délivrer en disant le nombre d'heures. Et d'ailleurs, peu importe, on voit bien que c'est une durée estimée. On sait très bien que quand on commence à individualiser, un stagiaire, il peut mettre quand on lui donne 7 heures, il peut mettre 14 heures à faire le travail parce qu'il est hyper attentionné, il est perfectionniste et en plus, ça l'intéresse à fond, il se donne. Et on a des stagiaires qui connaissent bien le sujet. En 3 heures, ils auront fini et le travail rendu sera tout à fait satisfaisant. Parce que c'est un domaine qu'il connaît bien et donc il va passer plus vite à la suite, qui l'intéresse un petit peu plus. Donc, c'est bien une durée moyenne. Donc, vous, en tant que responsable pédagogique ou la direction régionale, c'est d'estimer, effectivement, pour un BPGEPS, on va dire que tel contenu, en moyenne, il faudrait tant d'heures. Donc, on est d'accord avec ça. Par contre, si l'organisme s'amuse à mettre tout le temps la durée pour le stagiaire qui va le moins vite, ça veut dire qu'il va estimer que c'est 15 heures de formation et qu'en fait, presque tous, ils ont fini en 3 heures et qu'il n'y en a qu'un qui prend beaucoup de temps, qui met 15 heures. Là, on va dire non, ça ne va pas. Celui-là, il a besoin de soutien, donc d'un positionnement à l'inverse, pas pour réduire le nombre d'heures, mais pour augmenter le nombre d'heures et d'avoir des cours de soutien. Donc, ce n'est pas lui qui doit déclencher leur moyenne. Leur moyenne, c'est bien, on prend en général un BPGEPS, un DEGEPS, voilà combien de temps à peu près ça leur prend pour faire ce type de contenu. Donc, c'est bien un changement parce que c'est caractéristique de la formation à distance. On n'est plus sur les unités de lieu, les unités d'enseignement traditionnel où tout le monde est dans la même salle pendant le même nombre d'heures pendant la formation. Donc, ça ouvre des possibilités et des formes d'individualisation. Mais l'individualisation, je le répète, ça ne veut pas dire travail seul. On peut totalement individualiser une formation en faisant des travaux de groupe. Mais on voit bien que certains, à certains moments, vont aller plus ou moins vite sur certains contenus. Alors, ensuite, sur l'action en formation à distance, on va avoir les deux niveaux. Le premier niveau, c'est le ruban pédagogique. Donc annuel, ou si la formation dure 6 mois, 3 mois, peu importe. Mais comment je déclare la formation à distance dans mon ruban pédagogique? Donc là, c'est un peu petit, mais mettons en haut rangé, j'ai mis le présentiel et en jaune, mettons la formation à distance. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un organisme qui a un recrutement, on va dire, régional ou interrégional ou national et qui va privilégier une semaine par mois de formation
Et là, en se disant, une des 2 semaines, je vais la mettre totalement en formation à distance. Ça évite un long déplacement et des nuitées de mon stagiaire. Donc, vous voyez que derrière l'organisme, son choix, c'est de dire, c'est un choix un peu écologique pour limiter le nombre de déplacements, limiter les frais. Donc, pas pour l'organisme, parce que pour l'organisme, c'est le même prix. Mais par contre, pour les stagiaires, ça leur permet de rendre accessible la formation à un peu plus de monde. Alors, l'organisme, il peut s'y retrouver parce que s'il rend sa formation accessible à un peu plus de monde, là où il arrive à recruter que 8 ou 9 personnes sur un DE-GEPS, il va peut-être pouvoir recruter une vingtaine de personnes sur ce DE-GEPS. Donc, finalement, financièrement, vous voyez que ce n'est pas direct, mais indirectement, ça peut effectivement générer quelque chose de plus intéressant, un peu plus de travail parce que la conception à distance va être un peu plus complexe, mais d'un autre côté, peut-être des avantages. Et pour des stagiaires, on peut se dire qu'effectivement, si on évite de leur faire traverser la France tous les mois, c'est pas mal. J'aurais pu mettre, mais là il y a le lien ici, j'avais fait un petit article avec des rubans pédagogiques. Quand on travaille, mettons, avec des BPGEPS qui sont juste à côté, sur un recrutement très local, à l'intérieur de la ville ou du département, là, le déplacement, ce n'est pas forcément l'axe de travail. Donc, on peut faire sur la semaine 2 jours de présentiel, 1 jour à distance qu'on englobe dans la semaine avec un rendu au dimanche et on reprend avec de l'alternance. Par contre, ce qu'on va aller voir, c'est est-ce qu'il y a déjà dans le calendrier des délais de remise pour les travaux à distance. Et ça, pour moi, c'est un point de vigilance à avoir. C'est-à-dire que si je vois un ruban pédagogique avec de la formation à distance, en fait, si les gens me disent « Ah oui, mais il se connecte de 9h à 17h tous les jours », il n'y a pas d'intérêt à faire de la formation à distance dans ce cas-là. On voit bien que c'est pour permettre quelque chose d'un peu plus souple et dans les apprentissages. Donc, là, vous voyez, sur les jours, c'était, mettons, l'organisme a mis à chaque fois qu'il y avait un délai de remise final pour la semaine de formation à distance. Ça veut dire que finalement, la semaine de formation à distance commence là le lundi 9 avril et va finir le jeudi 3 mai. Donc, les 35 heures de formation sont étalées sur 3 semaines et demie, mettons. Alors, il peut y avoir d'autres formats, mais en tout cas, ça veut dire que dans le dossier d'habilitation, si on voit de la formation à distance, il faut bien qu'il y ait une date de démarrage et un délai. Le délai, il va permettre aussi administrativement de fixer à quel moment je vais dire que les stagiaires ont été assidus ou pas, que je vais attester de leur présence. Si je ne mets pas de délai, je ne pourrai jamais dire « Ah oui, mais il va le finir, les heures de formation à distance. » Non, mais il va le finir quand Donc, il faut que ça soit cadré à la fois pour les stagiaires et à la fois pour l'organisme. Donc là, je peux dire que le jeudi, enfin là, j'ai pris l'exemple du 3 mai. Le 3 mai, je pourrais rendre les attestations d'assiduité de cette semaine-là pour mes stagiaires. Alors c'est vrai qu'en présentiel, le vendredi soir, je peux rendre les attestations de présence. Si un travail n'a pas été rendu, quelque part, la sanction, si on peut appeler ça, c'est que le stagiaire, c'est comme s'il n'était pas venu en cours, quoi. Voilà, tu as raison là-dessus, c'est que pour l'instant, on n'est pas sur l'évaluation finale, l'évaluation certificative. Pour l'instant, s'il n'a pas rendu les travaux, le problème, c'est que je vais être obligé de le marquer absent. Alors, après, si je découpe en plusieurs activités, il sera absent une journée. Alors, c'est là où, effectivement, en tant que responsable pédagogique, les premières fois, je peux avoir sur le délai, lui redonner un délai de 1 jour, de 2 jours pour rendre les travaux. Au bout d'un moment, si vous voyez que bon, ça ne fonctionne pas, là, il faut passer effectivement à la sanction sur l'assiduité. La fonction sur l'assiduité, c'est pour le financeur aussi. C'est le financeur va dire, moi, je ne finance pas quelqu'un qui ne fait pas le travail. Et donc, ça va être une sanction financière. Mais ça peut être aussi intégré sur ceux qui disent que pour se présenter à la certification, il faut être présent, bien sûr, hors certificat médical ou raison valable. Donc, de dire, non, il ne faut pas amener des stagiaires qui n'ont rien fait à distance à la certification finale. L'idée, c'est de ne pas tromper tout le monde, puis pour une mesure d'équité avec le groupe. Voilà. Pascal, question. Oui.
Par rapport au tableau d'avant, enfin au calendrier, Oui. donc la plateforme, elle est ouverte toute la semaine jaune. Est-ce qu'elle est, donc si on prend, là vous aviez pris la date du 3 mai, donc en avril, il y a une semaine où c'est vraiment de la distance. Est-ce que la plateforme est accessible sur les semaines suivantes? Alors, là, l'idée, c'est que si effectivement je démarre du 5 avril au 3 mai, ma Ouais, plateforme, tout le contenu doit être accessible du 5 avril au 3 mai. donc ça veut dire que sur la semaine du 5 avril, ils sont à distance et c'est là où ils en profitent. Mais si quelqu'un ne fait rien, par exemple, il a toutes les Alors, 3 autres semaines pour travailler, par exemple le soir ou le matin ouais, ou le ouais. Alors week-end, en comme fait, il veut. c'est que ce que je dis, c'est que administrativement, je dois faire apparaître les heures de formation à distance. Donc elles sont Mais stockées. donc l'idée, c'est de dire bon, mais si je suis sur un calendrier classique de une semaine par mois, je le fais apparaître comme ça. Mais c'est comme si je mets un jour de formation à distance dans la semaine, je vais le faire apparaître sur le calendrier. Par contre, avec chaque stagiaire, je vais travailler leur protocole d'alternance, hein, le contrat de formation d'alternance. Et donc, s'il y en a qui me disent, oui, moi, la semaine du 5 avril, je vais travailler le mercredi, le jeudi, le vendredi. Je dis, OK. Par contre, il faut que tu me dégages des jours dans les semaines à venir pour que, par rapport aux travaux à rendre, tu aies le temps de travailler comme si tu étais en centre. Hein. Ça veut dire qu'on peut moduler avec les stagiaires des moments pour étaler ces 5 journées de formation. Il y en a qui peuvent dire, moi, est-ce que je peux faire des demi-journées? Pourquoi pas? Hein. Donc, on peut travailler un contrat de formation avec eux qui présente ça en plusieurs demi-journées. Ou il y en a qui vont dire, non, non, moi, mon employeur, c'est plus simple si je suis pas là toute la semaine. Donc, dans ce cas-là, on garde le calendrier avec la semaine ici. Lui, ça lui laissera du temps pour petit à petit rendre les travaux, hein, dans les délais. Mais il y en a, ça se trouve peut-être que dès le vendredi soir, il aura rendu les travaux. Parce que dans son organisation, la structure d'alternance préfère bloquer la semaine entière. Donc, Ok. vous voyez, ça c'est un peu administratif pour avoir un cadre, on va dire, légal, pour montrer qu'il y a tant d'heures en formation. Mais ça veut dire que sur les contrats individuels de formation, on peut assouplir selon la particularité de chacun. Oui. Ouais, ok. Donc ça veut dire que les semaines bleues, ça ne change pas. Ils sont en centre et après ils se débrouillent sur les temps qu'ils avaient identifiés Alors, pour. si, ouais, mais là, ce que je dis, c'est qu'on pourrait très bien, hein, sur le contrat individuel de formation, dire que j'ai un stagiaire qui préfère voilà, se connecter, enfin, être en formation le lundi, tous les lundis dans ces 4 ou 5 semaines, plus un autre jour pour faire ses 35 heures. Ok. C'est là où, vous voyez, l'individualisation, grâce à la formation à distance, elle est poussée. Parce que, mais il faut absolument le cadrer. Il ne faut pas se dire les stagiaires vont se débrouiller. Si on dit les stagiaires qui vont se débrouiller, il y en a certains, il n'y a pas de souci, ils vont se débrouiller, ça c'est sûr, parce que de toute façon, ils sont organisés, ils n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. Mais ceux qui ne sont pas organisés, on va les perdre de toute façon. Donc là, il faut bien cadrer avec eux en disant, voilà, est-ce que tu veux, toute la semaine, tu déclares à ton employeur que tu n'es pas là, que tu travailles à distance, ou est-ce que tu préfères qu'on fasse, voilà, qu'on répartisse les 5 jours de formation jusqu'au 3 mai, mettons, hein, du 5 avril au 3 mai, et on l'indique bien pour ton employeur dans ton contrat individuel de formation. Donc, ça veut dire que ça peut vraiment pousser le travail d'individualisation avec les stagiaires, notamment sur le rythme entre l'alternance et la formation en centre. Et si par exemple, tu décides, enfin, en accord avec le stagiaire, donc qu'il fasse que les matins de la semaine orange, par exemple, et que l'après-midi, il soit dans sa structure. Voilà. Le reste, parce que du coup, il va manquer du temps sur la moyenne qu'on Et a donc, estimée et donc tu les cales comment? Parce que tout le reste est déjà alors, en, c'est pour en ça que centre, en fait. dans les 3 semaines de bleu en suivant, il va falloir que je lui dise, ben, il faut caser des demi-journées de formation en centre, enfin à distance, mais avec le centre, dans ces 3 semaines suivantes. De dire à l'employeur, je ne serai pas là telle matinée, telle matinée, telle matinée, telle matinée. Hein. Mais là, on est bien sur de l'individuel. Donc, toi, mettons, côté direction régionale, tu peux dire, ben voilà, ben montrez-moi, mettons, un exemple de contrat individuel de formation de vos stagiaires. Si l'organisme te parle d'individualisation, et tu vas dire, OK, lui, vous dites qu'il est que les matinées de la semaine du 8 avril au 13 avril. Et où c'est qu'il fait les 5 autres demi-journées? Ah, mais il se débrouille. Ah non.
il se débrouille, ça ne va pas. Il faut que ça soit, dans ce cas-là, indiqué que… voilà. Alors, bien sûr, l'idée, c'est que quand ça se passe bien avec un organisme, on ne va pas éplucher tous les dossiers stagiaires. En gros, moi, je sais que sur des contrôles, je venais voir, je leur demandais 1 ou 2 stagiaires de voir un petit peu comment ça se passait, les contrats individuels, l'accessibilité à la plateforme, les travaux rendus, les échanges avec les formateurs. Si on voit que c'est cadré, à un moment, c'est bon, quoi. Et par contre, si ça paraît pas du tout cadré, bon, ben là, on va éplucher un peu tout, quoi. Voilà. Et donc, mais ça, pour l'organisme de formation, ça demande du boulot parce que là, c'est une vraie individualisation et qui est intéressante. Mais voilà. Alors, avec certains stagiaires, ça pose aucun souci parce qu'en fait, ils sont très bien organisés et ils ont tout de suite pigé le système de l'individualisation et finalement, ça se fait de manière… voilà. De toute façon, le test, c'est que si tous les travaux sont rendus, c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est que le stagiaire, il est organisé. Par contre, dès qu'on voit qu'un stagiaire ne commence à pas rendre dans les délais les travaux, c'est là où il va falloir formaliser encore plus le cadre. Alors, donc ça, c'était sur le contrôle, sur, on va dire, l'organisation annuelle de la formation. Et ensuite, si je veux voir à l'intérieur, mettons, je peux, alors si je suis donc personnel de direction régionale, je peux dire, ben voilà, montrez-moi, vous avez tel contenu, tel module C en formation à distance, comment c'est construit. Et pour l'organisme, c'est comment je construis ça avec mes formateurs qui interviennent sur la formation à distance. Donc, c'est de dire si j'ai, et ça correspond au texte toujours, voilà, il faut que j'ai un objectif, une durée estimée. Donc, mettons si c'est 7 heures de formation. Voilà, quels sont les supports de formation nécessaires? Où sont-ils accessibles? Donc, l'idée, Nathalie, de la plateforme, ça veut dire que où c'est que je vais trouver les contenus pour réaliser les activités? Quelles sont les activités à réaliser? Où c'est que je dois les déposer? Alors, est-ce que c'est des activités individuelles, des activités de groupe? Qu'est-ce qui me permet au formateur d'évaluer la séance? Donc, quelles sont les remises de production qui déclenchent? Parce qu'il y a des activités où c'est je mets un commentaire sur un forum et tout ça. Là, ce n'est pas forcément quelque chose qui va déclencher l'assiduité. C'est de l'activité, on va dire, routinière. Mais il faut bien que j'indique aux stagiaires quelle est l'évaluation clé qui déclenche l'attestation d'assiduité. Et surtout, il faut que je vois apparaître, alors que ce soit pour vous, organisme de formation, ou pour le collègue en direction régionale qui vient contrôler un organisme, quelles sont les modalités de suivi avec le formateur. Et qu'effectivement, quand je rentre dans la plateforme, je puisse constater assez facilement qu'il y a un échange entre les stagiaires et les formateurs. Et sous quelle forme. Et bien sûr, les délais de réalisation. Alors, sur le tableau annuel, je vous ai dit que la semaine, on peut attester de l'assiduité sur la semaine, mettons, dans un délai de 3 à 4 semaines. On voit bien que pédagogiquement, en général, les formateurs vont découper. Donc là, sur une séance de 7 heures, ils vont donner un délai. Sur la deuxième séance de 3 heures ou de 7 heures, ils vont donner un délai. Et on va se mettre d'accord pour que les délais soient progressifs et que tout ne soit pas à rendre le 3 mai, mais qu'il y ait des délais qui permettent à chacun de s'organiser et ceux qui ne sont pas organisés d'avoir quelque chose de progressif. Et donc, ça demande, c'est là où il y a pas mal de boulot parce que ça, des fois en présentiel, c'est facile parce que le délai, c'est on a fini la journée, on a évalué en gros avec les stagiaires la journée de formation avec eux. Tandis que là, on est obligé de formaliser beaucoup plus de choses. Et donc, c'est là où vous avez parlé des temps de préparation pour les formateurs, c'est effectivement des temps supérieurs. Mais c'est vrai que si on est dans un BPGEPS qui revient tous les ans, une fois que j'ai construit le ruban pédagogique et des séances de formation à distance, j'aurai juste à les ajuster. Donc, la deuxième année, ça va me prendre déjà moins de temps de formalisation. Alors, après, bien sûr qu'il y a des aspects administratifs. Ça veut dire qu'à un moment, s'il y a des financeurs, il faut qu'il y ait, on appelle ça émargement. On voit bien que maintenant, le forum des acteurs de la formation digitale a parlé de attestation d'assiduité. Et c'est bien ce qu'il y a dans le texte maintenant. Le texte, il n'y a plus marqué qu'il faut un émargement des stagiaires. Le décret sur la formation à distance de 2018.
Donc là, vous avez le lien vers l'attestation qui a été présenté par le FOD. On voit bien, c'est dur et estimé, le type d'activités pédagogiques qui ont été faites et la nature des justificatifs. Donc voilà, il y avait quelque chose qui est obligatoire parce que dans le texte, on a vu qu'il fallait qu'il y ait des activités d'évaluation. Alors là, on dit bien, dans l'assiduité, même si le stagiaire finalement n'a pas totalement acquis les compétences, ça veut dire qu'il n'est pas encore bon pour la certification, moi je vais attester de sa présence parce qu'il a bien réalisé l'évaluation. D'accord ? Là, c'est l'assiduité et pas est-ce qu'il va être prêt à réussir le diplôme. Et ensuite, vous voyez en option, voilà, je peux conserver des justificatifs de réalisation. Donc, comme les fiches de séance que je vous ai montrées, c'est un justificatif de l'action parce qu'il y a la durée estimée, il y a les activités qu'il y avait à faire et le suivi des formateurs. Voilà. Et les documents relatifs à l'assistance technique et pédagogique du bénéficiaire, ça peut être, mais voilà, je montre sur la plateforme qu'effectivement, les travaux ont été rendus à tel endroit et que tous mes stagiaires ont rendu les travaux et que le formateur a fait un retour ou individuel ou une synthèse de groupe. Voilà. Donc, voilà ce que je peux conserver en tant qu'organisme de formation ou ce que, en tant que direction régionale, je vais aller voir pour l'habilitation de la formation ou le suivi de l'habilitation. Parce que là, effectivement, on est plus dans le cadre du suivi de l'habilitation, voir si ce qui était prévu dans le dossier d'habilitation a bien été réalisé conformément au texte législatif. Le retour ou la conclusion de ce travail-là peut être fait en présentiel aussi. Oui, et ça, mais il faut que ça soit indiqué dans le ruban pédagogique ou dans la fiche de séance qu'on a vue tout à l'heure. On aurait très bien pu dire, là, ici, que le modalité de suivi, ça se terminera par séance en présentiel, telle date, où là, il y aura un retour qui est fait en présentiel. Que les stagiaires sachent qu'effectivement, on ne va pas leur faire un retour individuel à distance, mais que le retour sera collectif en présentiel. Parce qu'il y en a autrement qui vont dire « Ah oui, mais le formateur ne m'a pas répondu. » Et toi, tu vas lui dire en tant que responsable, regarde, l'activité 4, mettons, c'était de dire il y aura une synthèse collective pendant le présentiel. Alors peut-être que tu demanderas à chacun de présenter le travail qu'ils ont fait à distance et de faire un retour collectif. Ou que les groupes qui ont travaillé présentent ça devant le groupe et de faire un retour voilà. Là, on peut totalement articuler présentiel et distance par rapport à ça, que ce soit sur les évaluations, les retours, ainsi de suite. Mais il faut que ça soit lisible et compréhensible, à la fois pour les stagiaires et à la fois pour un organisme qui viendrait contrôler votre action. Alors ensuite, voilà, l'idée c'est qu'on va travailler sur l'amélioration continue de son système. Alors, les aspects administratifs, j'en ai parlé. Effectivement, il faut que les cadrages soient précis. Il faut que les conventions de formation individuelles prennent bien en compte la partie à distance. Et si on a fait des aménagements avec le lieu d'alternance. Effectivement, montrer que c'est une attestation d'assiduité pour les formations à distance. Donc ça, c'est bien le responsable pédagogique ou le formateur qui signe l'attestation d'assiduité. Ce n'est pas le stagiaire qui se la signe lui-même. Donc là, c'est bien une responsabilité donnée au responsable pédagogique, alors que l'émargement en présentiel, c'est… Voilà. Mais l'émargement en présentiel, s'il n'est pas contre-signé par un formateur, il n'a pas de valeur non plus. Il faut qu'il y ait les contenus de formation, ainsi de suite, parce qu'autrement, ça serait trop facile. Voilà. On peut gérer des tableaux de bord pour le suivi administratif. Donc ça, que vous soyez organisme de formation ou la direction régionale, on peut aider l'organisme à travailler sur un tableau de bord. Ça veut dire que mettre les délais de réalisation, mettre pas mal de choses sur le type de travaux, sur le type de retour des formateurs, sur qui intervient, pour que ça soit plus facile à suivre aussi pédagogiquement et administrativement. Sur les aspects techniques, donc on voit bien que pour ceux qui ont fait un démarrage un peu en urgence, s'il n'y a qu'un Google Drive ou tout ça, ça ne sera pas tenable, ou une Dropbox ou des mails. L'idée, c'est d'avoir après une plateforme, ce qu'on appelle Learning Management System. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait une unité de lieu recréée à distance. Il y a les contenus, les ressources. Et en plus, vous allez voir tout à l'heure dans
dans ce qu'il y a dans un dossier d'habilitation et qui correspond à la norme qualité Calliope. Ça permet de centraliser le flux des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous oblige à tout faire passer dans la plateforme Learning Management System. Si vous avez besoin d'un système de visioconférence comme Google Meet ou Zoom ou peu importe, mais ce n'est pas dans la plateforme, mais peu importe. Nous, on sait que dans la fiche de séance, c'est indiqué. Et ensuite, vous pouvez aussi, certains proposer des suivis d'accompagnement par téléphone aussi, sur certains aspects. Bon, ça, ce n'est pas dans la plateforme, mais on le sait parce que c'était indiqué dans la fiche de suivi du formateur. Voilà. Et les aspects pédagogiques, là, moi, la vigilance, c'est de dire, attention, j'entends trop souvent que le travail à distance, c'est un travail individuel. Non, vous pouvez organiser toutes les rendus de travaux en groupe à distance. Donc, il faut le prévoir et se dire qu'on peut travailler cette notion de groupe. Alors, il y a des travaux qui sont individuels, souvent plutôt sur des connaissances de base, mais après, dans la réflexion, c'est intéressant comme en présentiel, de travailler sur la notion de groupe. Pascal, oui. Question bête. Quand on fait effectivement un suivi téléphonique, donc nous, dans l'urgence, ça a été beaucoup ça. Comment on garde trace? Parce que certains ont fait des impressions écran de leur journal d'appel. Ouais. Des stagiaires, on leur a demandé de noter le temps passé au téléphone. Mais comment on moi, atteste ce que je propose en général, en tant que… Après, voilà, moi, je ne suis pas la voix de tous les financeurs et de toutes les directions régionales. Mais ce que je proposais, c'est d'avoir un tableau, mettons un tableau Excel de base ou LibreOffice, en disant, voilà, la prise de rendez-vous téléphonique. Et on considère que le rendez-vous téléphonique, il fait une demi-heure ou 1 heure. C'est pareil, on est sur des durées moyennes. C'est-à-dire qu'il y a des stagiaires dans le suivi individuel, si on les appelle un quart d'heure, c'est plié, ils ont tout compris, on ne va pas passer 1 heure au téléphone avec eux. Ils ont tout compris. Par contre, il y en a, ça va durer un peu plus qu'1 heure, ça va durer 1h15, 1h30 parce qu'il y a un peu… Donc, pour moi, un tableau où on a tous les stagiaires qui ont pris rendez-vous. Alors, un tel, c'était lundi à 14h, lui, c'était mardi à 9h, lui, c'était vendredi à 17h. Voilà, ça prouve que si on s'est embêté à faire les tableaux, c'est qu'on a fait le boulot, quoi, en fait, en général. D'accord, donc on n'a pas besoin de preuves plus que ça. À un moment aussi, voilà, il faut aussi être logique. En présentiel, on vous demande juste une fiche d'émargement avec le contenu de la formation. Et que les stagiaires signent. Donc, à distance, on ne peut pas non plus demander des choses qui sont extravagantes, quoi. D'accord. Il faut garder, une certaine forme de raison par rapport aux preuves qu'on demande. De toute façon, moi, j'ai dit en tant que direction régionale, quand je voyais qu'un système était bien construit, après, je ne vais pas chercher les petites preuves, quoi, parce que on voit que c'est fait avec bienveillance, c'est fait avec un respect et une recherche d'individualisation, avec une recherche pédagogique intéressante par rapport au contenu. Par contre, quand je suis arrivé des organismes où oui, mais en fait, et qu'il y avait juste un Google Drive et aucune fiche de séance, rien, bon, mais là, forcément, on dit, voilà, ok, mais on vient voir. C'est où les preuves là, d'échange entre les formateurs et les stagiaires? Ah, mais bon. Et donc là, effectivement, on va être bête sur le contrôle de la preuve. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la formation à distance. Alors, comme j'ai dit, dans l'urgence, là, on ne pouvait pas… on a dit, vous faites comme vous pouvez pour assurer la continuité pédagogique. Et là, petit à petit, on voit tous les organismes qui ont suivi, notamment là, avec nous, qui construisent petit à petit, qui reformalisent le système. Voilà. Alors, ça fait référence à des normes qualité, donc notamment de Calliope, qui est reporté au 1er janvier 2022, mais là, il faut faire de toute façon il faut lancer, parce que ça ne se fait pas en 3 semaines, l'accréditation, l'audit Calliope. Donc, on voit bien qu'on retrouve des choses qui sont dans le dossier d'habilitation. Le prestataire analysera le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise de financeur. Le prestataire définira les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Donc, effectivement, si je fournis ma fiche de séance à distance, il y a bien un objectif opérationnel et il y a bien comment j'évalue la prestation. Donc, en fait,
dès que je produis des fiches de séance de ce type, en plus, je fais un travail pour la norme qualité Calliope qui va être obligatoire, hein, enfin, qui est déjà obligatoire, mais avec un délai repoussé. Voilà, le prestataire établira les contenus, les modalités de mise en œuvre de la prestation adaptées aux objectifs définis au public bénéficiaire. Donc, je vois bien que quand j'ai une fiche de séance avec les activités, les modalités de suivi et tout ça, ça répond totalement à la norme qualité, hein. Donc, le prestataire informera les publics bénéficiaires sur les conditions du déroulement de la prestation. Vous voyez que des fois, en présentiel, c'est voilà, mais les stagiaires vont venir de telle date à telle date. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont y faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se dérouler? Ah, ben, c'est le formateur qui leur dira. Donc, on voit bien que dans une norme qualité, on demande à l'organisme de formation de décrire un peu plus finement ce qui se passe dans ces formations. Donc, si on fait ce travail de formation à distance, de toute façon, le travail il sera déjà produit finalement par rapport en lien avec cette norme qualité. Et on voyait en plus, le prestataire mettra à disposition de moyens humains et techniques adaptés à un environnement approprié, hein, et aussi, il mettra à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permettra à celui-ci de se les approprier, hein. Donc là, on voit bien que dès qu'on a une plateforme, ce que je disais tout à l'heure sur le LMS, hein, le Learning Management System, c'est que notre espace ressources, il va être créé, il va être à disposition, hein, puisque on va avoir le suivi des séances, mais en même temps, une tronçonneuse là. Voilà, hop, je reviens, j'ai fermé la fenêtre. Donc, je disais, le Learning Management System va permettre d'être le lieu ressource, hein. Il y aura les activités à suivre qui seront ouvertes pendant un certain moment, hein, le module sur, mettons, voilà, la pédagogie, le module sur le projet, le module sur d'autres types de connaissances. Et par contre, ma plateforme, elle me permettra d'avoir un lieu ressource pédagogique, mais même s'il faut, un lieu ressource administratif, hein, où les stagiaires retrouveront toutes les règles sur la certification, les papiers qu'ils doivent rendre par rapport à leur assiduité, par rapport au financement. Enfin, voilà. Je peux aussi utiliser mon Learning Management System pour avoir une partie de suivi administratif à l'intérieur. Donc, on voit bien que le travail de formalisation qu'on doit faire pour la formation à distance, mais de toute façon, il est demandé quelque part par la norme qualité Calliope qui va être imposée à tous les organismes de formation. Et ça, c'est ma dernière diapo, c'était de dire, autant faire ce travail-là, quand je le fais pour l'habilitation ou pour le suivi de l'habilitation, pour ma formation, l'idée, c'est de dire mais, quels sont les avantages, et je reboucle par rapport à ce que j'ai dit au départ, pourquoi finalement je mets de la formation à distance en œuvre. Alors oui, là, parce qu'il y a le confinement et qu'il faut limiter les déplacements et les regroupements. Mais au lieu on va transformer la contrainte en opportunité et de dire voilà, est-ce que moi j'avais dit ça peut faciliter l'articulation de la formation avec l'environnement professionnel, puisque de toute façon, leur environnement professionnel, il est à distance de l'organisme de formation. Donc, de toute façon, on est dans des formations à distance. Donc, permettre à chacun de réaliser les apprentissages à son rythme. On a bien dit, si vous faites un planning, c'est à distance, il faut être connecté de 9h à 17h le jour où c'est marqué à distance. Là, je ne vois pas l'apprentissage à son rythme. Donc, est-ce que je permets aux stagiaires d'avoir un contrat individuel de formation qui est individualisé pour prendre en compte cette formation à distance et faire en sorte qu'ils puissent avancer un peu plus à leur rythme selon leur structure d'alternance aussi, et selon peut-être des problématiques, eux, personnelles qu'ils pourraient avoir. Voilà, donc le fondement juridique est sur l'assistance pédagogique et les travaux rendus. Moi, je trouve ça plus intéressant. On est sur une vraie assiduité et pas juste sur une notion de présent. Parce que moi, ça me faisait rager en tant que responsable pédagogique d'avoir des stagiaires qui signaient leur attestation de présence. Je ne peux pas leur dire qu'ils ne peuvent pas se présenter à la certification, mais je sais bien que pendant les 7 heures là où je les ai vus, ils étaient ou sur Facebook ou alors en train de penser totalement à autre chose et ne jamais participer à la formation. Là, ça demande un peu plus d'implication du stagiaire puisqu'il doit rendre les travaux. Donc,
aussi, on voit que le formateur peut plus facilement être sur une facilitation et non du sachant, parce qu'on est aussi dans le principe de la classe inversée. Je peux envoyer des documentations et les aider à faire une synthèse, me placer en tant qu'accompagnateur, puisque j'ai des délais un peu plus longs dans la formation. Donc voilà, mes formateurs peuvent exploiter un peu plus ça. Et bien sûr, un principe écologique, on a vu pour certains, limiter les déplacements pour des stagiaires, c'est quand même quelque chose qui peut être vraiment intéressant quand on sait, pour certains, l'investissement que c'est de partir en formation, et traverser des fois, même des fois dans un département, s'ils font 100 km et qu'ils ne peuvent pas se loger et qu'ils doivent faire 100 km aller-retour tous les jours pour se former, ça devient très compliqué pour des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans des situations précaires.